Nina Masson n'a pas de souvenir d'une famille. Elle est née sous X et a grandi ballottée de famille d'accueil en famille d'accueil, sans jamais vraiment poser ses valises. À l'adolescence, elle a atterri dans un foyer, un lieu gris où on apprend vite que les murs n'écoutent pas, mais que les autres, oui, et souvent pour juger. Le lycée pour Nina, ce n'est pas vraiment l'endroit où elle apprend des maths ou de la philo. C'est surtout le seul endroit où elle respire un peu, loin des cris et des portes qui claquent du foyer. Elle s'y échappe en silence chaque matin, son eyeliner trop noir et ses vêtements trop sombres pour l'administration. Elle déteste l'uniforme du lycée. Elle le trouve ridicule, ringard, comme un costume qu'on voudrait lui faire porter pour jouer un rôle qu'elle refuse. Alors elle triche. Des collants filés, un blouson en cuir qu'elle garde jusqu'à ce qu'on la force à l'enlever. Elle a ce regard froid et triste, cette posture provocante qu'elle a construite comme une armure. Les autres élèves la cataloguent vite. Rebelle, insolente, mal élevée. Les filles la détestent, peut-être parce qu'elle ose dire tout ce qu'elle pense tout bas. Les garçons, eux, la regardent avec un mélange de désir et de crainte. Sa beauté est brute, sauvage, indomptée. Une fille pour une nuit, pense-t-il, jamais pour la présenter aux parents. Mais Nina s'en fiche, elle ne cherche pas à plaire. Elle ne cherche rien, à vrai dire, si ce n'est survivre à une journée de plus sans qu'on vienne gratter sous sa carapace. Parce que derrière ses sarcasmes et son regard de braise, il y a une peur sourde, celle de n'être personne, de ne rien laisser derrière elle, de n'avoir jamais compté pour personne. C'est ça, être Nina Masson, une ado née sous X, perdue entre deux mondes, qui se rêve parfois une vie différente, avant de se rappeler qu'ici, les contes de fées n'existent pas. Le bus s'arrête dans un crissement de frein devant le portail du lycée. Nina descend sans un mot, elle marche seule, comme toujours. Autour d'elle, les autres rient, se poussent, partagent des stories et des secrets. Nina, elle, traverse la cour comme un fantôme. Son premier arrêt, c'est son casier. Elle l'a décoré à son image. Stickers de groupe célèbre, citations sombres griffonnées au marqueur noir, photos en noir et blanc découpées dans de vieux magazines. Un petit miroir lui renvoie son reflet. Yeux soulignés de colle, lèvres rouges sombres, regard déjà fermé à la journée qui commence. Les cours, obligatoires certes, mais inutiles à ses yeux. À quoi bon écouter ces discours ? Moi, je n'ai pas de parents pour m'aider. Et puis de toute façon, réviser dans un foyer, c'est mission impossible. Alors elle sort son carnet et y noircit des pages entières. Des idées, des phrases, des débuts d'histoire qu'elle transforme ensuite en vidéo pour son compte Instagram. Là au moins, c'est son monde, ses règles. Quand la cloche sonne pour le déjeuner, elle se dirige vers la cantine d'un pas lent. Elle prend son plateau et va s'installer seule, toujours à la même table au fond. De loin, elle observe les autres. Ceux qui se croient drôles, celles qui la jugent d'un regard appuyé. Elle les ignore par habitude. Manger avec eux ? Pourquoi ? Pour qu'ils me jugent encore ? Non merci. Les heures s'étirent interminables. Nina se laisse porter par l'ennui, rattrapée seulement par 3 matières qu'elle aime vraiment. L'informatique, où elle apprend à coder et à bidouiller des montages. La comptabilité parce qu'elle rêve de gérer ses projets elle-même, sans rien devoir à personne. Et le théâtre, où elle peut devenir quelqu'un d'autre, juste pour quelques minutes. Enfin, la dernière sonnerie retentit. Les couloirs se vident vite, les rires et les cris disparaissent. Nina, elle, ne part pas. Elle aime rester quand le lycée devient presque silencieux, quand les néons fatiguent et que le soleil se couche derrière les fenêtres sales. Elle va faire du sport ou s'entraîne à chanter, seule, dans la petite salle de musique. La directrice, une femme au regard doux et à la voix ferme, lui laisse cette liberté. Elle connaît un peu son histoire et sait qu'une fois sortie d'ici, Nina n'a nulle part où aller vraiment. Entre elles, il n'y a pas beaucoup de mots, mais un respect mutuel, fragile et précieux. Nina n'a pas d'amis dans les couloirs du lycée, pas de famille pour lui demander comment s'est passée sa journée, personne pour l'attendre à la sortie. Mais elle a son téléphone et surtout, elle a son compte Instagram. C'est là, derrière un pseudo qu'elle a choisi pour être à la fois elle et une version plus forte d'elle-même, qu'elle existe vraiment. Chaque fois qu'elle en a envie, elle sort son carnet raturé, son téléphone portable et transforme ses idées en post, en story, en réel. Elle raconte sa vie sans tout dire, les familles d'accueil, le foyer, les cours, les profs, les autres du lycée, la solitude. Elle évoque en filigrane, mais jamais frontalement. Ce qu'elle montre, c'est surtout son regard sur le monde, ironique, cash, parfois cru, toujours sincère. Elle parle du lycée, de son style gothique, de ses rêves, de ses colères.
Elle poste aussi des photos travaillées d'elle-même, sombres, esthétiques, presque poétiques malgré le décor miteux. Ses followers ne la connaissent pas vraiment, mais ils la suivent parce qu'elle ose tout dire, parce qu'elle a ce quelque chose d'authentique et de fragile à la fois. Sous ses photos, elle lit leurs commentaires tard le soir. T'es trop belle. T'as l'air si forte. Son rêve, devenir une star des réseaux sociaux. Pas seulement pour être connue, mais pour être enfin écoutée. Pour faire entendre sa voix au-delà des murs du foyer, au-delà des rires moqueurs du lycée. Parce que si elle devient célèbre, plus personne ne pourra l'ignorer. Plus personne ne pourra dire qu'elle ne vaut rien. Chaque like, chaque nouveau follower, c'est comme une petite victoire contre l'invisibilité. Une façon de prouver qu'elle n'est pas une ado perdue sans famille, mais Nina Masson, celle qui transforme sa solitude en force et ses blessures en mots. Quand Nina finit enfin par partir, le lycée ferme ses portes derrière elle. Elle prend sa route, la tête déjà ailleurs, à imaginer son prochain scénario. Parce qu'au fond, même si elle ne le montre jamais, Nina rêve, être libre, sans personne pour lui dire comment s'habiller, quoi penser, qui être. Baudelaire écrivait que la vie est un hôpital où chaque malade est possédé par le désir de changer de lit. Moi, mon lit, c'est une chambre de foyer aux murs qui s'effritent. Et j'ai peur de ce qu'il y a derrière la porte. Le bac de français, l'année prochaine, le diplôme, je n'ai pas droit à l'erreur. Pas de plan B. Pas de famille pour me rattraper si je chute. À 18 ans, si je n'ai pas de projet, je n'ai plus de toit. Je suis une funambule sans filet. Soudain, 2 coups secs frappent à la porte. Sans attendre de réponse, la porte s'ouvre sur le directeur du foyer. Il reste sur le seuil. Il ne sourit pas. Il a l'air fatigué. Nina, je te dérange? Écoute, j'ai besoin de te voir dans mon bureau. Il va falloir qu'on parle de l'organisation des travaux pour la rénovation des bâtiments. Nina tourne la tête vers lui. Oui, monsieur, je termine mon devoir de français et je monte. Vous restez tard ce soir? Certainement, oui. Passe quand tu as terminé. Je dois terminer les papiers pour les travaux et l'hébergement de tes camarades du foyer. Je passerai probablement une grande partie de la nuit ici. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Nina tourne lentement la tête, il est déjà parti. La porte claque, le silence revient, plus lourd qu'avant. Ses yeux trahissent une angoisse profonde. Elle sait ce que travaux signifie. Elle va devoir partir, mais elle sait aussi qu'elle n'a nulle part où aller. Parler des travaux. Ils vont refaire les murs, mais ils n'ont même pas de place pour l'âme qui vit dedans. Dans 30 minutes, je vais devoir leur rappeler que je n'ai personne, que je suis seule au monde. Nina ferme violemment son manuel de français. Le bruit sec de la couverture qui claque résonne dans la pièce comme un coup de feu. Elle reste un instant immobile, la tête basse. 30 minutes. C'est le temps qu'il leur faut pour m'effacer d'une liste. J'ai appris une chose dans ces couloirs. Quand on n'a plus rien à perdre, on devient dangereux. Nina monte lentement l'escalier du foyer. Le son des battements de son cœur se mélange au bruit de ses pas. Une marche de plus vers le vide. L'aube se lève, et mon monde s'effondre. Encore un instant, tout rebascule. Et mon âme qui cherche où se chercher. Nina ouvre la porte. Elle entre mais reste plantée debout. Elle refuse de s'asseoir. Le directeur derrière son bureau semble accablé. Assieds-toi, Nina, s'il te plaît. Les délais pour la rénovation étaient avancés. Le bâtiment doit être évacué lundi. J'ai passé la matinée au téléphone pour ton dossier. On a cherché partout. Partout? C'est le mot poli pour vous dire que vous n'avez rien trouvé. Vous allez m'envoyer où? Dans une de ces familles qui cherchent une boniche gratuite? Ou chez ceux qui testent jusqu'où une gamine sans attache peut encaisser les coups? Je sais ce que tu as vécu dans tes anciens placements, Nina. C'est pour ça que je ne peux pas me résoudre à t'envoyer dans le circuit d'urgence. J'ai longuement réfléchi. Je te propose de venir loger chez moi le temps des travaux. Ce n'est pas conventionnel, mais c'est le seul moyen pour te protéger. Chez vous? Pourquoi? Parce que tu mérites de passer ton bac sereinement. Et aussi,
Parce que j'accueille déjà un autre jeune. Un garçon de ton âge qui entrera dans ton lycée. Ses parents se déchirent, la situation est trop violente pour qu'il reste chez lui. Chez vous. Je n'ai pas d'autre option, n'est-ce pas? Pas d'option qui te garantisse le calme pour tes études. Nina, prends-le comme un abri temporaire, rien de plus. D'accord, si c'est le prix pour ne pas finir en centre d'urgence, j'accepte. Bien. Les ouvriers arrivent lundi matin. Tu es la dernière ici, le foyer est déjà presque vide. Il faut que tes cartons soient prêts. On déménage ce week-end. Nina quitte le bureau sans un mot de plus. Elle marche dans le couloir du foyer de l'Aube. On entend l'écho de ses pas sur le sol, un son beaucoup plus froid qu'à l'aller. Le foyer semble déjà mort. Il ne reste qu'elle et le directeur dans le bâtiment. Nina entre dans sa chambre. Elle semble minuscule face à l'ampleur de ce changement. Il doit se dire que c'est une chance, mais pour moi, c'est juste un nouvel exil. Passer d'une chambre délabrée à la vie de famille qui n'est pas la mienne, ce week-end mes cartons seront pleins, mais mon cœur, lui, reste vide. Est-ce qu'on peut vraiment trouver sa place quand on n'a jamais eu de maison? Murs fissurés, multiples traces, celles d'un passé aussi glauque que tenace. Nina prend conscience de sa réalité et va faire ce qui l'apaise le plus en ce monde, prendre une douche. Dans ces moments de grande inconnue, quand la peur s'immisce dans chaque fissure de ma vie, je m'accroche au présent, juste ici, juste maintenant. Le bruit de l'eau qui claque sur le sol, la chaleur qui m'enveloppe comme une armure. C'est ma baguette magique. Pendant quelques minutes, le monde s'arrête de tourner. Plus de travaux, plus de demain, plus de peur. Juste ma peau, l'eau chaude et moi. Nina sort de la douche, enfile son pyjama et se dirige vers le miroir accroché au mur qui tombe en morceaux. Elle commence à se brosser les dents. Je me regarde dans ce miroir qui tient par miracle. Est-ce que j'aurai enfin une salle de bain digne de ce nom là-bas? C'est bête, mais c'est mon fil d'Ariane. Un petit espoir matériel pour ne pas lâcher le fil de ma vie dans le noir ou dans le brouillard. Nina retourne dans sa chambre. Elle s'arrête devant son lit en hauteur. Elle passe la main sur le bois usé. J'aurai encore ce lit là-bas? C'est pratique quand on a la tête dans les étoiles. Le directeur, il a toujours été cet homme calme, sympathique. Une aubaine ou une nouvelle galère? Entre le centre d'urgence que je connais que trop bien et l'inconnu dans sa maison, mon instinct me souffle de tenter l'aventure. Son regard divague sur ses cartons ouverts sur le sol. Son expression change. Elle redevient une adolescente curieuse. À quoi ressemble sa maison? Est-ce que ma chambre sera grande? Est-ce que j'aurai mes propres meubles, mon espace à décorer? Et lui, ce garçon, le directeur a dit qu'il vivait un enfer chez lui. On va partager le même toit, le même lycée. Est-ce qu'on va se détester? Ou est-ce qu'on sera deux naufragés sur la mer? Nina ferme les yeux. Ses questions, ses pensées s'évaporent en même temps que le sommeil la gagne. Ce matin, le lycée ressemble à un vieux film qui passe en boucle à la télé. Chaque pas me rapproche du changement, d'un tournant, d'un nouveau chapitre. La prof de français parle du futur, le mien se conjugue au présent. Chaque seconde qui passe, chaque minute qui s'écoule, m'emmène vers mon destin. Hier, j'étais Nina, l'ombre du foyer de l'Aube. Aujourd'hui, je suis Nina, celle à qui on tend la main. Ce soir, demain, ce week-end, mon futur tiendra dans des cartes. Le brouhaha de la classe est un lointain murmure, jusqu'à ce qu'une voix brise le monologue intérieur. Nina, tu es avec nous? La vie de Baudelaire attendra un peu. La proviseure m'a fait passer un mot, elle t'attend dans son bureau avant la fin de la journée. C'est le problème avec la réalité. Elle finit toujours par frapper plus fort que la poésie. Le bureau de la proviseure est impeccable, calme. Une horloge murale marque chaque seconde. La proviseure me regarde avec cette pitié polie que je connais par cœur.
Elle sait tout. Le foyer qui ferme, les cartons, la vie qu'on déplace. Elle me parle de continuité pédagogique et de stabilité. Des mots compliqués pour dire qu'elle a peur que je craque avant l'examen. Elle valide mon transfert chez le directeur comme on signe un bon de livraison. Un tampon de plus sur mon âme nomade. Je l'écoute sans vraiment l'entendre. La seule chose qui m'inquiète pour le moment est de savoir si je pourrai continuer à rester après les cours. Est-ce que je pourrais toujours aller à la salle de sport après les cours et à la salle de musique? Bien sûr, Nina. Rien ne change pour ton emploi du temps. Tu gardes tes accès. Quel soulagement! J'ai toujours mes bouées de sauvetage. Écoute, Nina, je vais devoir te laisser. J'attends un nouvel élève et sa mère d'un instant à l'autre. On a fait le tour? Ton dossier est en règle. Oui, merci madame. Je n'ai pas besoin de pitié. J'ai besoin de frapper, de vider ce trop-plein de questions qui cognent dans ma tête. Nina est seule dans la salle de sport face à un sac de frappe. Elle enfile ses gants de boxe. On entend le bruit sec des impacts. Un coup pour le foyer qui ferme. Un coup pour les cartons qui m'attendent. Un coup pour ce futur que je n'ai pas vraiment choisi. Un coup pour cette vie qu'on déplace comme un pion sur un échiquier. Elle accélère le rythme, le sac aussi violemment. La proviseure a dit qu'un nouvel élève arrivait. Le directeur a parlé d'un garçon qui partageait mon toit. Un autre exilé, un autre dossier. Elle donne un dernier coup, si fort que le sac s'envole presque. Est-ce que lui aussi, il a besoin de frapper pour ne pas hurler? Est-ce qu'on sera deux tempêtes sous un même toit? Ou deux naufragés qui se regardent couler? Nina quitte la salle de sport. Elle est essoufflée, ses mains tremblent encore. Elle monte les escaliers vers les casiers. La tueur a calmé l'incendie, mais les questions fument encore. Une douche, juste une douche avant d'affronter le vide qu'on m'oblige à faire de ma chambre. Pendant que Nina monte les escaliers qui mènent à son casier, un duo atypique entre et détonne avec l'austérité des lieux. Un garçon blond et sa mère. Ils sont impeccables, vêtements de marque, coupe nette, une élégance qui crie le privilège. Le voilà, le fameux colocataire d'infortune. Le directeur a parlé de violence, de déchirement, mais à les regarder, on dirait une publicité pour le bonheur. Tout est trop lisse, trop brillant. Nina ouvre son casier et cherche ses serviettes de bain et ses vêtements de rechange. Ça fait 1 heure que je boxe ma rage pour ne pas exploser. Eux, ils arrivent à peine, parfumés, distingués. La violence a des visages que je ne connais pas encore. Nina essuie son visage perlé de sueur et enroule ses cheveux d'ébène dans une serviette. Elle referme son casier. Elle redescend vers les vestiaires et jette un regard vers le banc où sont assis son futur compagnon de vie et sa mère. Les apparences sont des armures. Les siennes coûtent cher, les miennes sont faites de cicatrices. On verra bien laquelle protège le mieux. Nina entre dans les vestiaires et va faire ce qui l'apaise, prendre une douche bien chaude pour apprécier l'instant présent. Elle a vidé sa colère face à la vie qui s'acharne, à l'injustice qui lui prend les tripes en tapant de toutes ses forces dans un sac de frappe. Il est temps de laver cette sueur qui dégouline, dernière trace physique de cette blessure qui saigne. J'aime ce rituel de la douche, il m'a toujours aidé à laver mon âme du sort que cette vie s'évertue à m'infliger. C'est comme un instant suspendu, l'eau chaude qui coule en silence sur ma peau endolorie, elle m'enveloppe de sa chaleur cicatrisante. Nina est prête, le feu de la colère a été éteint par la douceur de l'eau. Elle se dirige vers son casier une dernière fois pour prendre ses affaires. Elle jette un coup d'œil dans le couloir où se trouvaient le garçon et sa mère, plus personne. Ils sont dans le bureau de l'approviseur. Les pensées de Nina se tournent vers son futur imminent et ses incessantes questions. Allez, courage, mes cartons m'attendent au foyer. Dernière nuit entre ces murs. Demain, je déballe ma vie chez un inconnu. L'aurore d'une nouvelle vie va naître, mais elle ressemble de plus en plus à un saut dans le vide. La nuit a couvert Copperdale de son manteau noir. Nina se dépêche de prendre le dernier bus qui l'amènera vers un lendemain incertain. Elle chasse ses pensées et regarde le paysage défiler sous ses yeux. Elle imprime dans sa mémoire cette dernière soirée, comme la fin d'un chapitre.
Nina franchit le seuil du foyer. Le hall est vide, sombre, presque fantomatique. Le directeur est là, assis sur le banc. Il semble l'attendre. Nina se fige, s'attendant à un reproche. Le silence du foyer est devenu lourd. J'ai vu le directeur et j'ai préparé mon armure. 1 heure de boxe alors que mes cartons sont vides. Je m'attends à une leçon de morale. Tu étais au gymnase? C'est bien, Nina. Quand tout bascule, il ne reste que nos habitudes pour nous tenir debout. La boxe, c'est ton ancrage. Ne t'excuse jamais de chercher à ne pas flancher. Ils montent ensemble l'escalier vers le premier étage. Arrivés sur le palier, une pile de cartons neufs attend devant la porte de la chambre qu'occupe Nina. Je les ai déposés tout à l'heure. Je n'ai pas voulu entrer. Je sais que cette chambre, c'est ton monde. Je ne voulais pas briser ton intimité en faisant tes bagages à ta place. Merci, je ne m'y attendais pas. Tu veux un coup de main? On peut s'y mettre à 2, ça ira plus vite. Non, merci, je préfère le faire seul. J'ai besoin de réaliser. Je comprends. Écoute, je dors dans l'appartement de fonction, juste au-dessus. Comme il n'y a plus de personnel de garde, je reste pour toi. Et j'ai aussi mes propres cartons à finir là-haut. Il ne dit pas qu'il me surveille, il dit qu'il veille sur moi. C'est une nuance qui change tout. Demain matin, fais ton petit déjeuner comme une grande. Je m'absente 1 heure ou 2 pour les dernières formalités du déménagement. Je te fais confiance, Nina. Je sais que tu es mûre. Il me fait confiance. C'est un mot étrange et presque effrayant. Demain, ce foyer ne sera plus qu'un souvenir. Mais ce soir, pour la première fois, je ne me sens pas comme un dossier. Juste une fille qui range sa vie pour ne pas la perdre. Le directeur et Nina se séparent après des échanges d'usage. Nina entre et contemple sa chambre. Pour la première fois de sa vie, une lueur d'espoir brille alors que sa vie va être à nouveau chamboulée. Pour la première fois, le changement n'a pas un coup de sombre. Dans le silence de cette chambre qui ne sera bientôt plus la mienne, l'étincelle de l'espoir s'est allumée. Petite, fragile, mais elle est là. Alors que Nina termine de débarrasser son étagère, des photos s'éparpillent au sol. Ce ne sont pas des souvenirs de vacances. Ce sont des clichés cliniques, froids, des bleus sur un bras frêle, une lèvre fendue, la lumière crue d'une salle d'examen, l'épreuve du médecin légiste. Le visage de Nina se décompose. Le passé est un prédateur. Il attend que vous baissiez la garde pour vous mordre à nouveau. Ces photos, c'est l'hôpital, le froid ou la terreur, l'angoisse qui colle à la peau et qui ne part jamais vraiment. C'est ce qui m'a mené ici, au foyer de l'Aube, le dernier refuge des amérantes. Coïncidence ou avertissement, au moment où je m'autorise à croire en demain, le hasard me rappelle d'où je viens. Est-ce un éternel recommencement ou le signe qu'il est temps d'enterrer ces images pour ne plus jamais être une victime? Nina ferme le carton, le pose sur son bureau et se pose par terre, le regard fixé sur la porte, comme si elle allait s'ouvrir brusquement et briser le silence des lieux. Des images floues, presque éthérées. Une Nina plus âgée, cheveux longs, s'entraîne avec force. Avec elle, un mystérieux garçon, grand, ténébreux. Nina rêve. Soudain, Nina ouvre les yeux. Elle est dans sa chambre encombrée de cartons. Mon esprit me joue des tours. J'ai rêvé d'un futur que je ne connais pas encore, avec des yeux bruns qui semblaient dire en mots. Mais le présent me rattrape, il est temps de quitter le navire. Nina est seule dans la cuisine du petit réfectoire. Elle prépare son petit déjeuner. Chaque geste est savouré. Le silence n'est plus pesant, il est sacré. C'est la première fois que Nina ressent au fond d'elle un sentiment nouveau, celui de la liberté. Personne pour me presser, personne pour me surveiller. Cette solitude est un diamant brut. Je me sens libre, absolument libre. Ces gestes qu'on réalise machinalement jour après jour deviennent en cet instant teintés d'un goût de liberté. Je ressens au fond de moi cette énergie de vie, en un alignement parfait entre mon cœur, mon esprit et mon âme.
Et en cet instant, c'est la seule chose qui compte, la seule. Je garde dans mon cœur cette première fois. Cet instant où je me suis sentie libre et heureuse. Ce moment si fort qu'il brille comme un phare dans la tempête. Je fais le vœu de revenir à ce souvenir, celui de la naissance, de ce sentiment à la fois intense et apaisant, celui qui inspire l'âme, celui qui donne envie de tout faire, tout essayer, à croquer la vie à pleines dents, sans aucune limite. La liberté. La porte d'entrée du foyer claque et arrache Nina à ses pensées. Elle est assise au bout de la longue table du réfectoire. Un rayon de soleil traverse la pièce vide. Le directeur entre. Il n'a pas la chemise conventionnelle habituelle. Il est en bras de chemise, l'air un peu fatigué mais serein. Bonjour Nina. Bien dormi? Malgré les cartons qui s'empilent? Étrangement bien. Le silence du foyer me réussit, on dirait. Profite de ce calme. Parce qu'à 14 heures, le chaos arrive. Les déménageurs ne font pas dans la dentelle. Ils seront là pour charger le gros du mobilier et les cartons. 14 heures, ça va venir vite. Est-ce que tout est prêt là-haut? Tu as réussi à tout faire tenir? Oui, tout est fermé. J'ai même dû m'asseoir sur le dernier carton pour qu'il accepte de se laisser scotcher. Et vous? Votre bureau ressemble encore à un champ de bataille? Tu m'as démasqué. Je croule sous les dossiers administratifs que je ne peux pas perdre. J'ai l'impression que plus je range, plus il en apparaît. Si vous voulez, je peux vous donner un coup de main. Je prends une douche rapide pour me réveiller tout à fait et je vous rejoins. À deux, on viendra à bout de ce champ de bataille avant midi. Ah, c'est une proposition que je ne peux pas refuser. Va te préparer. Je t'attends au milieu de mes archives. Nina et le directeur soulèvent des piles de dossiers. On les voit s'arrêter sur une vieille photo de groupe du foyer. Ils comparent leurs têtes. Nina fait une grimace en voyant sa photo de dossier d'il y a 3 ans. Ils s'amusent avec des cadres vides, faisant semblant de poser pour un tableau. Le directeur montre à Nina un vieil objet poussiéreux. Ils en rient. Il y a quelque chose de magique à vider un lieu chargé de tristesse. En remplissant ces cartons, j'ai l'impression qu'on aspire la grisaille des mots. Chaque rire avec lui est une petite victoire qui attise la flamme de l'espoir au fond de moi. Parce que j'ai envie d'y croire. À 11h30, les cartons étaient scellés. On a gagné contre le temps. Pour la première fois, j'ai vu l'homme derrière le costume de directeur. Un homme capable de rire de tout, même au milieu d'un foyer qui s'écroule. Le directeur invite Nina en ville pour un repas bien mérité. Nina accepte avec joie. Elle file se changer dans sa chambre, elle sera prête rapidement. Décidément, cette journée est remplie de petits bonheurs. Je les aime, ces petits moments de joie auxquels on se rattache quand tout s'effondre. Il faut savoir les apprécier. Au loin, Nina aperçoit une chanteuse de rue. Elle se précipite pour aller l'écouter. À côté, le directeur observe une manifestation bruyante. Regarde-les, Nina. C'est fascinant cette façon qu'on a de hurler notre désaccord au monde. Parfois, la colère est la seule langue qui nous reste. Moi, je préfère la boxe, c'est plus silencieux. Ils commandent leur plat, s'installent et commencent à manger. Ils discutent de choses et d'autres, mais le bruit devient insupportable. Viens, entrons au karaoké. On sera plus tranquille pour discuter. On a encore un peu de temps. Ils s'installent d'abord au bar pour commander une boisson rafraîchissante. Nina et le directeur s'assoient et attendent leur commande. Nina sent une pointe d'angoisse monter en elle. Le souvenir du passé vient peser sur son cœur, comme une pierre qu'on pose sur la poitrine. La peur s'infiltre par la faille que le souvenir du passé a créée. Elle a besoin de savoir ce qui l'attend,
Alors elle ose. J'ai peur. Peur que ce soit juste un tour du destin. Peur de retomber dans tout ce que j'ai fui, la violence, la pression, la peur du lendemain. Je sais ce que tu ressens. Parce que j'ai été toi. Un père mort d'un cancer foudroyant, une mère qui se perdait dans l'alcool, un beau-père violent. J'ai fini en foyer, j'ai failli tout gâcher, Nina. J'avais la rage au ventre. Ma mentor à la fac m'avait convoqué pour me faire la morale. J'allais perdre ma bourse. J'avais redoublé ma première année, trop occupé à me bagarrer, à cuver des fêtes trop arrosées. Ça faisait une semaine que je n'étais pas venu en cours, alors que la rentrée avait commencé 2 semaines auparavant. Bref, je n'avais pas d'autre chance. Elle m'avait fait venir aussi pour lui rendre un service. Veiller sur sa nièce, une nouvelle étudiante. Elle s'appelait Hope. Ça a été immédiat. Une alchimie, une évidence. Par amour pour elle, j'ai repris le droit chemin. On a eu nos diplômes, notre maison, notre mariage. On a voulu un enfant. Hope est tombée enceinte. Mais notre fille est née sans vie. Une petite fille qui aurait ton âge aujourd'hui. Hope ne pouvait plus avoir d'enfant après ça. Alors, on a décidé d'aider ceux des autres. Elle, puéricultrice, moi, ici. Le jour où tu as été hospitalisé, juste avant d'arriver au foyer, on a diagnostiqué son cancer. Hope a lutté longtemps. Elle demandait toujours de tes nouvelles. Elle disait que c'était un signe. Parce que notre fille, celle que nous avons perdue, nous l'avions prénommée Nina. Nina écoute, pétrifiée par l'émotion. Le directeur sort un papier jauni de son portefeuille. Nina retient son souffle. Le directeur lit le mot de Hope. Elle est partie le jour où j'ai su que le foyer allait fermer pour les travaux. En rangeant, j'ai trouvé ce mot. Elle l'avait laissé pour l'anniversaire de notre petite disparue. Tu aurais été un papa formidable, Marc. À notre merveilleuse fille, où que tu sois. Ta main mange, Hope. Ce n'était pas de la pitié. Je n'étais pas indocile. J'étais une promesse faite à une femme qui n'est plus là. Le directeur, Marc, ne me tendait pas la main par devoir. Il me l'attendait pour que, quelque part, une autre Nina puisse vivre enfin. Nina fixe le directeur. Elle ne dit rien. Le silence est chargé d'une compréhension qui dépasse les mots. Elle voit la douleur dans les yeux de cet homme qui a tout perdu, lui aussi, mais qui a choisi de transformer son deuil en refuge pour elle. Nina voit que Marc a le regard embrumé. Elle a envie de briser cette tristesse et de lui redonner un souffle de joie. Elle regarde la scène du karaoké, puis se retourne avec un petit sourire défiant. Je n'ai pas de mots assez grands pour soigner son passé. Alors je vais lui offrir ma voix, celle que je cache derrière mes gants de boxe. Pour Hope, pour lui, pour nous donner le courage d'affronter cette nouvelle vie malgré les ruines du passé. Nina se lève et se dirige vers le micro. Marc la regarde, surpris, une lueur de curiosité remplaçant sa mélancolie. Nina marchait seule dans la nuit étoilée. Les ombres la poursuivent, des souvenirs voilés. Elle a connu la douleur, le rejet amer. Mais son cœur battant reste fier comme un guerrier. Le destin murmure une lueur d'espoir. Elle hésite, mais s'accroche à ce soir. Nina, oh Nina, dans ce monde froid, tu es
fasses ton choix. Les épreuves façonnent son âme guerrière. Avec chaque pas, elle défie la rivière. Le vent de la solitude souffle sur son chemin, mais dans son regard brille le goût du demain. Elle tend la main. La sagesse, son cadeau. Dès loin, des peu, elle trouve un écho. Nina, oh Nina, dans ce monde de froid, tu es une étoile qui jamais ne se noie dans l'obscurité. Si à trouver ta voie avec courage, tu traces ton choix. Nina, continue la tendresse du monde, loin d'être Marc et Nina sont arrivés dans un petit quartier avec des maisons semblables collées les unes aux autres. Nous sommes à Ridgeline Drive, dans un quartier animé de la banlieue de Newcrest. Marc félicite encore une fois Nina pour sa performance au karaoké, cela lui a mis du baume au cœur. Puis il entre dans le vif du sujet. Nous voilà arrivés, Nina. Je ne sais pas si tu connais ce quartier, mais Hop et moi l'avions choisi pour ces promenades à faire dans les environs. Notre petit chez nous, et maintenant, chez toi aussi. Je n'y suis jamais venue, juste entendu parler. Ça change du foyer. Oui, en effet. Je rentre. Prends ta valise, mets-la sous le porche. Je t'attends à l'intérieur. Très bien, j'arrive. Le directeur se dirige vers la porte d'entrée, tandis que Nina, enthousiaste, va prendre ses affaires dans le pick-up. Marc attend Nina. Elle entre timidement, ses yeux parcourent l'entrée chaleureuse, les pièces adjacentes, le salon. Bienvenue chez toi, Nina. La maison est assez grande pour nous trois. Ne te sens pas obligé de rester enfermé là-haut. Viens, je vais te faire le tour du propriétaire. Il ne me donne pas des règles, il m'offre une place. C'est étrange cette sensation. Je n'ai pas l'impression de déranger pour une fois. Sur la droite, il y a la salle à manger avec la cuisine dans le fond. La cuisine est ouverte. N'hésite pas à l'utiliser pour te préparer de bons petits plats ou pour nous en faire découvrir, si le cœur t'en dit. Ils entrent dans la salle à manger. Un magnifique piano se tient dans un coin baigné de lumière. Nina, fascinée, ne peut s'empêcher de demander. Il est superbe. Qui en joue ? C'est moi. Ces derniers temps, j'y passais beaucoup d'heures. Oh. Elle aimait m'écouter jouer. C'était sa respiration, son refuge quand la maladie devenait trop lourde. La musique, c'est ce qui nous a permis de tenir, elle et moi. Nina regarde Marc avec respect. Le piano n'est pas un meuble, c'est un lien avec elle qui n'est plus là. Vous pourriez jouer quelque chose, juste un peu ? D'accord, Nina, mais juste un petit air alors. On a encore beaucoup de travail qui nous attend. Il faut que tout soit prêt avant l'arrivée des déménageurs. Marc se retourne et prend une courte inspiration, et ses doigts commencent à courir sur les touches.
C'est une mélodie légère mais empreinte d'une pointe de nostalgie. Sa musique raconte ce que les mots ne peuvent pas dire. Un petit air, dit-il, mais pour moi, c'est comme un monde qui s'ouvre sur un autre grâce aux notes qui s'envolent. Nina laisse sa pensée s'évaporer pour se plonger dans ce moment de douceur le temps d'un instant. Dans le silence de la nuit étoilée, je joue du piano, une mélodie assombrie. Je me souviens d'une promesse, d'un été doré, au pas mes côtés. Son amour infini, un prénom qui éveille des souvenirs, un bonheur brisé, une peine à chérir. Oh, oh, douce lumière de mon passé, je t'entends chanter dans chaque mélodie, même si la douleur n'a pas su s'effacer. Ton amour m'amuse pour l'éternité, ma vie. On aurait eu un bébé, une vie à bâtir, mais le destin cruel a décidé de frapper. Un souffle fugace pour toujours la chérir. On porte les fardeaux qu'on ne veut jamais lâcher. Oh, Pénina, ensemble au ciel brillant. Mon cœur reste lourd, mais il continuera d'aimer. Dans chaque mélodie, même si la douleur n'a pas su s'effacer. Ton amour m'amuse pour l'éternité, ma vie. Oh, dans chaque note, je vous garde près de moi, marque un jour pour vous, le cœur en émoi. Comme promis, Marc s'arrête et se lève pour briser le sortilège. Allez, on s'y met. La nostalgie ne remplira pas les placards. On monte ? Je vais te montrer ta chambre. Ils montent l'escalier. Le bruit de leurs pas remplace la musique. Nina suit Marc à l'étage. Il entre dans la pièce située juste en haut de l'escalier à droite. Nina suit son pas. Et voici ton espace. J'ai fait refaire la pièce, enlever le papier peint pour mettre une peinture plus adaptée à celle d'une adolescente. J'espère que la couleur te plaira. C'est parfait. Je n'ai jamais encore eu de chambre aussi jolie. Merci pour toute cette peine que vous vous êtes donnée pour m'accueillir. C'est avec plaisir, Nina. Viens par ici. J'ai fait mettre une ouverture dans la petite pièce à côté pour te faire un dressing. J'ai entreposé les meubles de ce côté. Ce sera plus simple pour les disposer ensuite. Tu pourras décorer comme tu le veux. C'est ton territoire. Merci. Merci pour tout. Je n'ai tellement pas l'habitude qu'on me traite comme ça. Il y a un début à tout. Tu sais, la vie n'est pas faite que de souffrance. Je te laisse 2 minutes. Je monte ta valise. On va se mettre au travail. J'aimerais qu'on dispose tes meubles pour que tu puisses t'installer rapidement. D'accord. Bâtir son propre espace.
C'est comme recoudre les morceaux de son âme. Chaque meuble posé est comme une promesse d'un futur meilleur. Je ne suis pas la seule cette fois à bâtir les fondations de cet avenir. Plus que le fait de disposer les meubles d'une chambre, on est en train de planter les racines de mon cocon. La chambre est bien avancée. Marc s'essuie le front et s'arrête. Je te laisse finir de vider les derniers cartons du couloir. Je descends préparer le dîner. Tu dois avoir une faim de loup. Merci, je vous rejoins dans un moment. Nina retourne dans son dressing pour continuer à défaire ses valises. Elle soupire de fatigue mais de satisfaction. Elle regarde sa chambre qui se transforme de plus en plus. Nina descend. L'odeur du repas emplit la cuisine et la salle à manger. Marc continue de s'affairer. Nina entame la discussion. Monsieur ? Appelle-moi Marc, s'il te plaît. On va faire un bout de chemin ensemble, donc autant m'appeler par mon prénom dès maintenant. D'accord, Marc. Comment s'appelle le garçon qui viendra ici ? Il s'appelle Valentin. Ce Valentin, pourquoi vient-il ici ? S'il est riche, il pourrait aller n'importe où, non ? Comment sais-tu qu'il est riche ? Je l'ai croisé vendredi soir après ma séance de boxe au lycée. Il était avec sa mère. Ils étaient venus voir l'approviseur. On voyait juste à leur tenue et à leur stature qu'ils ne sont pas issus des bas quartiers. Ce n'est pas une question d'argent, Nina. C'est une question de survie émotionnelle. Son père est un militaire de haut rang, très rigide. Le frère aîné est le fils parfait, suivant les traces du colonel. Mais Valentin, il est l'opposé. Un rebelle aux yeux de son père. En tout cas, quelqu'un qui ne rentre pas dans le moule, si on peut dire. Et c'est pour ça qu'il est banni ? La situation a dégénéré. Sa mère a décidé de l'éloigner pour le protéger avant que le divorce ne soit prononcé. Il est en rupture totale. Un rebelle contre un colonel, un fils qui déçoit. Finalement, les murs en or des villas de luxe ne sont pas plus solides que ceux du foyer. Nina se lève et commence à débarrasser la table. Laissez-moi faire, Marc, c'est la moindre des choses. En échange, vous rejoueriez un peu de piano ? Marc sourit et se dirige vers le salon. Les notes s'élèvent à nouveau. Nina finit de ranger, puis s'approche du salon. Elle finit par s'asseoir lentement dans le fauteuil à côté de l'instrument. Je me demande si c'est le morceau qu'il jouait à Hope. Cet air est triste mais il est beau. On est trois ce soir. Marc, moi et le souvenir de celle qui a tout rendu possible. Marc s'arrête de jouer. Il a l'air fatigué. On s'arrête là pour aujourd'hui, Nina. On finira le reste demain. Mon vieux corps me rappelle à l'ordre. Je vais te montrer la salle de bain. Prends ton temps. Je prendrai ma douche après. J'ai un appel important à passer. Nina suit Marc à l'étage. Il explique à Nina qu'elle peut s'approprier l'espace en n'oubliant pas qu'elle devra aussi le partager avec Valentin. Marc souhaite à Nina de passer une bonne nuit, puis redescend au rez-de-chaussée. Nina sort de la salle de bain, enveloppée dans son peignoir, les cheveux encore humides. Du haut de l'escalier, elle entend Marc au téléphone. Elle s'apprête à regagner sa chambre, mais le ton de la voix de Marc l'arrête net. Le silence de la maison vient de se briser. Pas par un cri, mais par un murmure qui semble peser une tonne. Je vous l'ai dit, le colonel ne lâchera rien. S'il apprend que Valentin est ici avant l'ordonnance du juge, il débarquera avec la police militaire, s'il le faut. Ce n'est plus une question de garde d'enfant, c'est une question d'honneur pour lui. Nina ne bouge plus, debout au milieu du couloir, le cœur battant. Elle réalise que ce compagnon de route n'est pas seulement un fils rejeté par son père, c'est aussi une cible. Valentin est instable, il est à bout de nerfs. Si son père fait pression, il pourrait commettre l'irréparable. On doit tenir jusque demain.
C'est sa dernière chance de s'en sortir pour ne pas finir dans un lycée militaire avec un colonel qui dirige tout. Un colonel? Une traque? Un garçon qui peut basculer à tout instant? Qu'a-t-il fait pour que son père soit autant en colère? En bas, Marc raccroche. Nina l'entend soupirer. Elle se glisse dans sa chambre dans un silence de fantôme. La porte se ferme derrière elle, sa chambre est calme, baignée d'une lumière tamisée. Elle s'approche du miroir de sa coiffeuse et se regarde longuement. Elle n'est plus la Nina du foyer, mais elle ne sait pas encore qui est la Nina de cette maison. Il y a quelques heures encore, je pensais que ma vie se résumait à fuir. Je quitte un monde que je connais par cœur, un monde de galères, de violence, de rejet. C'était ma seule réalité. La vie des autres au lycée n'était qu'un décor de fond dans ma vie. Puis il y a le monde de Marc, un univers que je n'imaginais pas. Un endroit où la sécurité a un visage, où la peine se mélange à la joie, où le souvenir d'une femme nommée Hope fait encore vibrer les touches d'un piano. C'est un monde qui soigne avec des attentions et de l'empathie les blessures de l'âme, du cœur, mais qui semble si fragile ce soir. Et maintenant, un troisième univers frappe à ma porte, celui de Valentin. Un monde de convenance mais à qui il est interdit de désobéir, où les séparations déchirent si fort que l'équilibre d'un adolescent est menacé. La souffrance traque tous les mondes, toutes les sphères de cette terre, moi qui pensais être sa seule victime. Finalement, peu importe l'argent, les grades ou les titres, Valentin semble traverser le même désert que moi. Un désert doré peut-être, mais tout aussi aride. Demain, nos mondes vont s'entrechoquer. Je ne sais pas si je dois avoir peur pour moi ou pour lui. La lune se lève sur Newcrest. Elle est presque noire. Cette ombre de la Terre qui se matérialise sur la lune ressemble à un spectacle qui joue la même scène dans l'univers. Nina est entre le monde lumineux que représente Marc et le monde qui se vide de sa propre lumière pour laisser place à l'ombre d'un autre l'envahir, Valentin. Nina marchait seule dans la nuit étoilée. Les ombres la poursuivent, des souvenirs voilés. Elle a connu la douleur, le rejet amer. Mais son cœur battant reste fier comme un guerrier. Le destin murmure une lueur d'espoir. Elle hésite mais s'accroche à ce